Les certificats de virginité, c'est quoi? Ce sont des documents qui attestent de la virginité d'une femme et qui sont donc remis et signés par des gynécologues. Depuis, vous faites partie de ceux qui ont signé une tribune hier. Nous sommes, je vous cite, résolument opposés au test de virginité. C'est une pratique barbare, rétrograde et totalement sexiste, mais les médecins dans leur cabinet ne règlent pas la question de la laïcité, du séparatisme et autres grandes questions de société. Ils sont parfois indispensables à prouver avant le mariage dans certaines familles traditionnelles des différentes religions monothéistes. Daniel Assoun, qui sont d'abord ces gens qui vous demandent des certificats de virginité? Est-ce que c'est une pratique à laquelle vous avez vous-même été confronté? Alors oui, comme gynécologue, j'ai été confrontée effectivement à ces pratiques. D'abord, il faut dire que c'est quand même des phénomènes qui sont rares, peu fréquents. C'est un phénomène assez souterrain. On n'a aucun chiffre à vous donner, évidemment, sur ce phénomène-là. Mais oui, on a eu des demandes. Mon impression, c'est que par rapport à une trentaine d'années, par exemple, il y en a de moins en moins. Mais il persiste encore un certain nombre de demandes, effectivement, de ce type. Ce sont des jeunes femmes, parfois des familles, qui viennent et qui souhaitent, avant le mariage, être sûres que la jeune fille est vierge. Alors, c'est totalement, je dirais... en fait, personne, aucun professionnel de santé ne peut dire si une femme est vierge ou pas. L'hymen et la virginité, c'est deux choses qui sont au-delà même différentes. de la demande, de toute façon, vous dites ces certificats, en réalité, ils ne sont pas très fiables. Bon. Il ne sait pas qu'ils sont pas. Ils sont vous vous retrouvez face à des demandes sur une réponse que vous ne pouvez pas véritablement scientifiquement apporter. Mais je n'examine pas de toute façon ces femmes. Donc, et puis il y a un certain nombre pour lequel je vais refuser. Notre vrai problème. Attendez, ça veut dire qu'il y a un certain nombre pour lesquels vous allez accepter. Puisque vous dites qu'il y en a un certain nombre pour lesquels je refuse. Mon seul critère, et pourquoi vous acceptez? Mon seul critère, ça va être la mise en danger des femmes. C'est-à-dire, alors c'est peut-être totalement arbitraire, mais percevoir qu'effectivement, à un moment, il y a un danger pour ces femmes, qu'elles peuvent être envoyées au pays, qu'elles peuvent être victimes de violences. Et à ce moment-là, mon rôle de médecin, c'est effectivement de les protéger et de les aider. Alors, une consultation où il y a une demande de certificat de virginité, voire une réfection d'hymen, parce qu'il y a aussi des demandes de ce type, c'est aussi une consultation où on peut dire et discuter avec la jeune femme et voir un peu où elle en est, comment on peut l'informer. L'informer par exemple que 40% des femmes ne saignent pas lors du premier rapport sexuel. Donc finalement, cette virginité, c'est quoi finalement? C'est totalement illusoire. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être, vous-même, vous dites, ce sont des pratiques barbares, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être complice de cette humiliation de la femme, de ces pratiques totalement sexistes, en acceptant parfois de les donner? Bien sûr qu'on se trouve confronté à des problèmes éthiques, mais vous savez, en médecine, ça arrive plein de fois où on se trouve confronté à des problèmes éthiques. Donc finalement, mon seul critère, c'est le danger. Voilà, c'est la mise en danger. Est-ce que vous pouvez me raconter précisément ce qui se passe quand vous avez le sentiment qu'elle est mise en danger? Quelle est la jeune femme que vous avez en face de vous? Alors, on a plusieurs types, et c'est pour ça probablement qu'on aurait des réponses différentes. Une jeune fille relativement jeune, qui vient par exemple accompagnée d'une mère, voire d'une belle-mère, ou d'une future belle-mère, et dont on sent la pression sociale. On sent qu'il y a là une jeune fille qui n'est pas libre ni de ses mouvements, ni de ses paroles. Ça me met dans le doute et ça me fait peur pour elle. Voilà. Une jeune femme, par exemple... Mais il n'y aurait pas d'autre moyen de l'aider que de céder? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de l'aider que de céder? Si elle est mineure, on peut faire un signalement, mais si elle est majeure, on ne peut pas faire de signalement. Donc, quel autre moyen avons-nous de la mettre à l'abri? Essayer de discuter avec elle, essayer de faire sortir effectivement les autres personnes qui sont là lors de la consultation, essayer de voir elle où elle en est aussi dans ce désir de mariage. Est-ce que c'est un mariage arrangé? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle souhaite? Quelle discussion elle peut avoir aussi avec son futur époux? Il y a toute une série d'éléments comme ça qui sont évidemment des consultations longues, complexes, et où parfois on n'aboutit pas toujours à ce qu'on voudrait, à savoir la jeune fille qui vous dit « bon ben voilà, vous me dites ça, je vais essayer de faire autrement ». Il y a des pressions sociales qui sont quand même plus fortes que tout ce qu'on peut imaginer, parfois, pas toujours. Je vous dis, je trouve qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a une trentaine d'années, quand j'étais responsable, entre autres, du service des IVG à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis,
il y avait plus de demandes que ça. Il y en a de moins en moins. Ça veut bien dire quand même qu'il y a quelque chose qui bouge dans la société, dans toutes les sociétés et dans toutes les communautés. Mais après, voilà, il y a cette toute petite minorité qui va avoir besoin d'être mise à l'abri. Il y a quand même une chose que j'ai du mal à comprendre. Vous le disiez à l'instant, vous avez été une militante de la libération de la femme. Oui, je suis toujours. Et vous l'êtes toujours. Et comment, du coup, ne pas voir dans l'interdiction de ces pratiques que vous-même vous décrivez comme barbares, une évolution? La question, c'est de savoir si interdire une pratique, ça va arrêter une pratique. Et ça, j'en suis pas totalement persuadée. C'est pas que la question, c'est de savoir s'il y a intérêt à légiférer, finalement, sur une question. Nous ne demandons pas de l'autoriser, nous ne demandons pas de la normaliser. Disons que ce que nous demandons, c'est peut-être qu'on nous laisse tranquilles dans nos cabinets, dans ce colloque singulier qui est avec la patiente, la femme. Mais vous le disiez, c'est une pratique souterraine, je reprends votre mot. Oui, et moi, Moi-même, pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas que ça existait. Aussi, ça Je ne savais même pas qu'en France, en 2020, on pouvait délivrer un certificat de virginité. Oui, c'est un certificat purement de complaisance, pour lequel, de toute façon, il y a une législation qui nous l'interdit et qui nous pénalise à juste titre. C'est véritablement un certificat de complaisance. Mais la question, c'est ça, quoi. Est-ce que si nous ne sommes pas là pour rédiger, ou pour ne pas rédiger d'ailleurs, ces certificats de complaisance, que sont les certificats de virginité. Vous avez peur que ces femmes soient renvoyées à des pratiques encore plus barbares, où les mères ou les belles-mères dont vous parlez, peut-être veuillent elles-mêmes vérifier? Alors, ça se passe dans certaines communautés, où le corps médical est laissé complètement à côté, que ça se passe dans certaines communautés, où effectivement, ce sont des femmes qui sont habilitées à faire ça, et qui le font. Mais la question, moi, qui m'inquiète, c'est la diminution de ces demandes. Bon, ça correspond très certainement à des pratiques sociales qui sont différentes, mais ça peut correspondre aussi au fait qu'il y a des circuits, d'autres circuits que nous, où il y a une véritable complaisance à ça, voire derrière, pourquoi pas, de l'argent, parce que ça se monnaie, en fait, des certificats. On est payé pour faire un certificat, c'est une consultation. Et évidemment, le prix peut en être bien plus important que ça. C'est une hypothèse. Je ne sais pas, je n'ai pas de nom et je n'ai pas particulièrement entendu parler de réseau, mais on peut penser. Vous vous demandez si ça a disparu parce que c'est moins demandé ou parce que ce sont d'autres que vous qui les donnent. Dalian Hassoun, une question également. C'est la une du journal La Croix ce matin qui titre « Vers un allongement des délais de l'IVG ». Un rapport a été remis hier à l'Assemblée nationale qui estime qu'il faudrait aller de 12 à 14 semaines pour le délai légal de l'IVG parce que, disent-ils, il y a plus de femmes qui parfois n'ont pas le temps de pratiquer cette IVG. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes favorable? Oui, j'avais d'ailleurs signé une tribune aussi à cet effet-là. Je crois que c'était à la fin du confinement ou pendant le confinement. Oui, nous y sommes très favorables. Ça fait très longtemps que nous demandons ça. Très longtemps. Ça éviterait à bon nombre de femmes de partir à l'étranger. Vous savez que certains pays autour, géographiquement, l'autorisent beaucoup plus loin que nous. La Hollande, l'Angleterre, l'Espagne. Et donc, si vous voulez, il y a là une véritable injustice, d'autant plus que ces femmes qui sont au-delà des délais, du 14 semaines légal actuellement selon notre loi, eh bien, ce sont des femmes qui sont en difficulté, ce n'est pas des femmes qui traînent. Soit elles sont passées à côté de la grossesse pour une raison... Mais quelle sera la limite? Comment? Quelle sera la limite? Quand est-ce qu'on s'arrête? Si je vais jusqu'au bout de ce que moi je pense, je dirais qu'il n'y a pas de limite, parce que c'est une telle... Ces femmes qui sont... Il n'y a pas de limite? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de limite? Non, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que si on est à 6 mois de grossesse, on s'arrête? C'est à la femme de décider si elle veut ou pas un avortement. C'est les conditions dans lesquelles elle est. Vous savez, pour avoir été responsable... Pour vous, 6 mois de grossesse? Comment? Un enfant? Ben oui, parce que parfois... Et si c'est un viol? Que se passe-t-il? Ah non, mais là, vous parlez d'exception. Oui, mais c'est ça. Moi, je ne vous posais pas la question de l'exception. Non, parce que ces grossesses tardives sont toujours des exceptions. Toujours. Au centre d'IVG où je travaillais, c'était toujours ainsi. Les femmes qui arrivaient au-delà, et surtout très au-delà du délai légal, ce sont toujours des exceptions. Ce sont toujours des histoires épouvantables. Et ces questions seront débattues à l'Assemblée, puisque donc cette proposition de loi qui sera faite pour passer de 12 à 14 semaines de grossesse autorisée. Merci beaucoup, Daniel Hassoun.